day, all day. Alors Christophe, d'abord merci d'être là mon ami, ça fait plaisir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est plutôt chouette de t'avoir ici, c'est même un honneur pour nous. Donc pour contextualiser, donc bon, il y a des personnes qui vont voir ça aussi sur les réseaux sociaux. Moi c'est Pierre, j'ai la chance d'entreprendre depuis plus de 11 ans maintenant et en chemin, j'ai rencontré des personnes assez formidables, dont Chris fait partie. Et avec United, on a créé un environnement et un écosystème avec le club d'entrepreneurs qui nous permet de créer du contenu. On apporte ça, on apporte du contenu à des entrepreneurs. On catalyse des interactions professionnelles aussi avec des gens qui ont un besoin et les gens qui ont une solution en face. Et puis, on crée des événements digitaux et en ligne, tout ça en ayant un pré-filtre de valeur en amont. Donc, notre thèse à nous, c'est qu'on peut faire un capitalisme sain. Et ce qu'on essaie de faire en tant que communauté d'entrepreneurs, c'est d'éliminer le bullshit, parce qu'il y en a beaucoup. De faire en sorte de ne pas présenter aux gens en public des individus qui sont très doués à augmenter la valeur perçue des choses, mais pas très doués à travailler sur la valeur réelle, mais justement de présenter à notre communauté des personnes qui sont excellentes à travailler sur la valeur réelle de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent. Et s'il y a bien une personne qui fait ça très bien, c'est toi. Je pense que tu es un homme très concret et terre à terre. Nous, on est amis, on se connaît bien. Donc, pour présenter Christophe, avant qu'il ne puisse nous toucher deux mots là-dessus, il a une carrière de sportif de haut niveau dans plusieurs domaines. D'abord les arts martiaux, ensuite le fitness et la musculation. En tant qu'athlète personnellement, mais également dans la préparation physique. Sa renommée n'est plus à faire. Il a aujourd'hui beaucoup d'expertise, évidemment, dans le domaine de la nutrition et du sport. Il a écrit plusieurs ouvrages et en plus de ça, il est master coach en neurosciences, donc il continue de se former et d'apprendre sur plein de thématiques et ce, malgré son jeune âge, mais avec l'expérience quand même. Très jeune, très très jeune. Voilà. T'as vu, pas mal. Hein. Et puis évidemment, c'est un entrepreneur. Le sujet de ce soir, parce qu'on s'adresse à des entrepreneurs, c'est Christophe a une particularité, c'est qu'il est né en tant qu'entrepreneur dans le business traditionnel et qu'il a mis un pas dans la notion e-commerce et le digital, ce qui fait qu'il a aujourd'hui deux positionnements, puisque si je ne me trompe pas, tu as aujourd'hui à l'heure actuelle deux magasins de salles de sport dans deux villes différentes et également une entreprise qui vend les produits de la marque Yam Nutrition que tu as fondée en e-commerce. Et puis, in fine, tu as aussi quelques formations que tu peux diffuser de temps en temps ou événements que tu peux organiser, très accessibles, très démocratiques, c'est ce qui me plaît aussi. Tu n'abuses pas de ton image de marque pour prendre les gens pour des portefeuilles et ça, c'est très agréable. Et donc, avec un pied là-dedans, tu es vraiment dans tout ce qui se fait aujourd'hui et c'est très original d'avoir un entrepreneur qui a les pieds dans les deux. Voilà, donc d'abord, merci pour être ici avec nous. Ça a laissé le temps aux gens de se connecter. Merci à vous pour toutes les personnes qui assistent en direct ou qui revoient cette vidéo. Donc, mon Chris, écoute, dans un premier temps, est-ce que tu peux très brièvement voilà, te présenter? Alors, on fait toujours ça parce que même si je viens de le faire sur ce que tu fais, il y a le sujet de ce que tu es aussi. Et on se connaît bien là-dessus. Si tu me poses la question à moi de ce que je fais dans la vie, je vais d'abord te répondre ce que je suis, c'est-à-dire heureux. Mais je sais que tu as une manière aussi bien à toi d'aborder les choses. Donc, voilà, comment tu te présenterais globalement et qu'est-ce que tu auras envie que les gens retiennent de toi avant qu'on commence cet échange? Alors, Je te mets la pression là. alors, non. Alors, pour résumer, je n'ai pas fait de grandes études. J'ai même pas fait quasiment très peu d'études, pour dire la vérité. J'ai plutôt un bac-2 qu'un bac+12 comme ma compagne, d'ailleurs. C'est vrai, ma compagne a bac+12 et moi, je suis plutôt bac-2. Ça la fait sourire des fois quand je lui dis ça, mais c'est exactement ça. Et je suis parti réellement de rien et avec des parents qui n'ont pas de moyens du tout, qui n'ont pas d'argent, j'ai pas eu d'héritage et malgré tout ça, j'ai réussi à réussir ma vie à mon niveau à moi, hein, je parle. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie, ce que je veux et je suis libre. Je suis totalement libre et ça, c'est génial en fait parce que c'est ma plus grande richesse, c'est d'être libre. Si demain j'ai envie de partir, là, tu vois, au mois d'août, je pars un mois à La Réunion pour bosser de La Réunion, je pars à La Réunion et c'est ça qui est génial parce qu'il y a des gens maintenant qui bossent pour moi. Et pour moi, c'est le plus grand luxe en tout cas, parce que moi j'adore voyager. Donc pour moi, le plus grand luxe, c'est de pouvoir faire ce que je veux de ma vie. Quasiment, j'ai pas dit goût de luxe, mais juste être libre. Voilà. Carrément, ce que je retiens de ce que tu dis là, la première chose, c'est que tu t'es fait de manière organique. Alors, j'aime pas le mot tout seul, parce que je sais que tu es bien d'accord avec ça, on est des êtres d'interaction, et au final, on ne fait rien tout seul. Mais par contre, tu n'as pas, et dans tous les sens du terme, hérité de ta situation de vie ou C'est de ça. tes aptitudes, de ce que tu es. Tu t'es construit
avec de la sueur, avec des efforts, avec du travail, et aussi évidemment dans le but d'être libre, la liberté de faire ce qu'on veut, quand on le veut, etc. Alors c'est quelque chose qui est un peu galvaudé aujourd'hui, on l'entend partout sur les réseaux sociaux, mais l'idée les amis, c'est quoi? C'est que c'est une conséquence d'années de travail, de plus de 20 ans d'efforts, et que ce n'était pas forcément la réalité la première année. D'ailleurs, puisqu'on parle aujourd'hui à des entrepreneurs et que le sujet est vraiment entrepreneurial, toi, si tu remontes dans le passé, la première entreprise que tu as eu créée, et même activité d'indépendant, hein, il y a peut-être des choses que j'ignore, du coup, c'est quoi et par quoi tu as commencé? Toi, comment ça t'est venu? Est-ce que ça t'est tombé dessus? Est-ce que tu t'es dit, je suis destiné à ça? Est-ce que tu avais plein d'entrepreneurs autour de toi? C'est quoi le conditionnement et le premier pas de Christophe là-dedans? Putain, moi, ma première entreprise, je l'ai fondée donc il y a 10 ans. Donc, j'ai 45 ans. Hein. On dirait pas, je suis très jeune. Donc, en fait, je l'ai fait assez tardivement, en fait, à Le 35 ans. sport. Ouais, assez tardivement à 35 ans. Et j'ai toujours été salarié. Je travaillais dans la sécurité majoritairement. Et j'étais un gros procrastinateur. Et je le suis toujours d'ailleurs. Et c'est aussi une de mes faiblesses. Mais je vous le dis parce que quand je vous dis que voilà, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver au final. J'étais un gros procrastinateur et j'avais du mal à me lancer. Vraiment être entrepreneur, quoi que ce soit. Je suis pas né foncièrement entrepreneur. Je pense que j'ai toujours été plus ou moins leader. Ça, oui. D'accord. Parce que dans le sport et tout, j'étais comme un leader. Mais je n'arrivais pas à transférer ça après dans ma vie professionnelle. Tu vois. Hmm. Donc, Ok. Ça voilà. t'est- Du coup, ça t'est tombé un peu dessus. Et tu as commencé, du coup, toi, par le magasin sur la partie des compléments alimentaires dans la suite de ta carrière. C'est le premier truc que tu as fait? Ouais, en indépendance, j'ai fait, ouais, c'est ça. J'ai ouvert mon premier magasin de compléments alimentaires avec les quelques économies que j'ai eues. Et à partir de là, c'est comme tout, dès qu'on commence. En fait, le plus dur, c'est de monter sa première chose, en fait. C'est ce que j'explique tout le temps. Le plus dur, c'est ça. Parce que souvent, maintenant, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui font beaucoup de business on a l'impression que c'est facile. C'est facile une fois qu'on a mis le pied dedans et une fois, après, ça fait boule de neige. Mais au début, c'est super dur et puis on bosse comme des oufs, quoi. Moi, j'ai bossé pendant des années, 16 heures par jour, mais vraiment, vraiment compliqué avec du stress, avec de l'angoisse, Enfin, on en chie vraiment. Et aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent non, mais c'est super facile. Comment passer de 0 à 1 million en 6 mois? Mais vous rigolez, les gars. C'est du bullshit. Peut-être que ça arrive sur 1 million, mais c'est extrêmement rare. C'est sporadique, c'est exactement ce qu'on combat chez United, donc je te remercie Ouais. d'avoir ce genre de message parce que c'est ce qu'on veut, que les gens réalisent que oui, il y a des choses qui sont possibles, mais on ne peut pas faire d'une anomalie ou d'une occurrence une règle récurrente. Principe, sinon on dirait Ouais. récurrence. Et en fait, la réalité, c'est que ce que tu dis là, c'est d'emblée que, évidemment, bah, tu as construit tout ça un peu avec des efforts. C'est assez général. Je pense que des entrepreneurs qui disent go hard et travailler dur, il y en a plein. C'est pas forcément le sujet de ce soir. Le sujet, je veux pas que les gens se méprennent dans ce qu'on dit, c'est pas juste de parler de travail dur, etc., parce qu'on veut aussi parler de travailler smart. Parce que je pense que tu as vraiment eu une mutation grâce à l'ère digitale Ouais. entre un gain rapportant argent, effort qui est complètement incroyable. Mais justement, si on rembobine là-dessus, au moment où toi, tu as créé ton affaire, la première démarche que tu as fait, parce que souvent, on va faire un peu de storytelling d'entrepreneur sur les réseaux sociaux et on va oublier de donner du concret. En fait, moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire concrètement, le Christophe du départ qui s'est dit, je vois les compléments alimentaires, il y a des incohérences, il y a des choses que j'aimerais faire, j'aimerais me positionner. Évidemment, je pense qu'il faut d'abord une idée pour être un peu créatif, il faut apporter sa valeur ajoutée, il faut de l'argent. Ça a été quoi, toi, ta première étape? C'est-à-dire étape ou frontière ou difficulté? Est-ce que tu es allé voir un banquier? Est-ce que d'abord tu es allé voir un comptable? Ou est-ce que d'abord c'est quelqu'un qui t'a présenté le local et de là tu as réagi parce que tu devais trouver des solutions? C'était quoi le process, si tu t'en souviens, de zéro jusqu'à la création? Ça m'intéresse vraiment pour inspirer les gens à dire finalement comment je fais moi. Moi, je me rappelle d'une fois, tu m'as sorti une histoire sur le chien et le clou. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle bien, c'est à la Eh fin de ben, mon livre d'ailleurs. ouais, et ben, j'étais exactement dans cette situation-là. C'est-à-dire que je travaillais, j'étais agent de sécurité à Monaco. D'accord. J'avais un chef qui me cassait les bonbons, mais à un point, je n'en pouvais plus. Et je me suis dit, je ne vais pas rester toute ma vie à faire ce métier-là avec un chef qui n'y connaît absolument rien, qui me casse les pieds. Et à un bon moment donné, j'ai eu un vrai ras-le-bol, tu vois, un vrai ras-le-bol. Et je me suis dit, non, il faut que je me sorte de ça, je ne vais pas faire ça toute ma vie, quoi. Et j'avais envie d'entreprendre. J'avais envie, tu vois, comme beaucoup de monde, en fait, de créer ma première société, tout ça. Et j'avais un pote à moi qui avait déjà un magasin de compléments alimentaires. Et il m'a dit, ah, ben, pourquoi tu n'ouvres pas un magasin de compléments alimentaires? Et je lui dis, ouais, ben, comment tu as fait? C'est quoi les papiers? Mais je ne connaissais rien. Hein. C'est quoi les papiers? Mais rien. C'est quoi les papiers? Il me dit, bah, il faut que tu fasses ça, ceci, cela. Il m'a présenté au gars qui revendait enfin, qui avait la marque de compléments et tout ça.
Et en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé à chercher un local en bas de chez moi et qui était libre. Et ça s'est fait, mais alors comme ça, step by step, vraiment pas à pas, n'y connaissant rien du tout. J'ai demandé, j'avais un pote qui avait une société, je lui dis, c'est quoi ta comptable? Tu crois qu'elle peut m'aider? Ouais, ouais, bah, je te file le numéro de ma comptable. Ça s'est fait comme ça. Mais vraiment. C'est fou. Ouais. D'accord, donc tu as commencé comme ça un peu de manière incrémentale, alors scientifique, c'est-à-dire pas à pas. Tu avais un escalier devant toi. Bon, bah, je monte la première marche, la seconde. Ouais. Au Et niveau du... à chaque difficulté, en fait, bah, je demandais à droite, à gauche, comment on fait pour régler ce problème-là. Tu vois, parce que je savais pas. Moi, je n'étais jamais entrepreneur, jamais créé d'entreprise. Mon père, il était ouvrier, ma mère, pareil. Moi, je connais pas ça. Tu vois, mon père, il était à moitié illettré. Enfin, moi, je j'ai jamais rien. J'ai aucune étude de commerce. Enfin, moi, pour moi, c'était. J'arrive dans un monde que je connais pas, toi. Mais je demande, je retiens et je fais surtout. Et Et je. voilà, c'est ça. Mais tu sais ce que tu as fait là, c'est beau parce qu'on a maintenant une génération à qui, à chaque fois qu'on me pose une question, je réponds, tu vas trouver la réponse sur Google. Google est ton meilleur ami. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a aujourd'hui des moteurs de recherche où il y a plein d'études qui ont été faites. On a Wikipédia, on a des chaînes YouTube. Tu vois, toi, par exemple, tu partages beaucoup sur la nutrition, le bien-être et le sport. Et je parle de partager totalement gratuitement, mais des contenus incroyables d'ailleurs, hein. Quelqu'un qui veut se former sur la nutrition va sur ta chaîne YouTube et ça y est, quoi. Clairement, hein, on va pas se leurrer. Par rapport à ce qui se fait, je le dis bien sûr en toute amitié, mais avec le discernement que je dois avoir. Il y a rarement de personnes qui émettent des propos aussi équilibrés, pertinents et surtout pas dogmatiques, hein, parce qu'il y a beaucoup d'évolution. D'ailleurs, c'est une parenthèse, mais la nutrition est une notion à étudier assez jeune et dans laquelle il y a beaucoup de remises en question récurrentes et dans lesquelles même toi, tu as su te remettre en question. Et en tout cas, tu partages beaucoup. Et ce que j'aime dans ce que tu dis là, c'est que toi, bon, on n'était pas trop dans une ère de moteur de recherche puisque c'était le début, mais tu as fait cette démarche d'aller demander à des gens légitimes ce qu'ils avaient fait, puis tu l'as reproduit. Et justement, la question qui revient souvent sur les business traditionnels, on va parler après de la transition Covid, parce que c'est vrai qu'on vient de vivre une période assez difficile, Ouais. mais la réalité, c'est que la première barrière, souvent, c'est le financement. Quand on veut ouvrir un magasin, quand on veut ouvrir une affaire, il faut acheter un fonds de commerce, ça peut être un pas de porte, ça peut être un droit au bail, etc. Il y a plein de petites choses comme ça. La marque, le logo, l'enseigne, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Toi, Ouais. sans partager peut-être les chiffres, je ne veux pas Si, moi, je peux te gêner avec ça, mais tu te souviens de l'investissement pour ta première affaire? Ouais, moi, Comment j'avais. tu as fait? Est-ce que ça représentait pour toi? Parce que c'est important au prorata pour les gens. Ouais, ouais, ouais. Alors, je crois que bon, moi, j'avais beaucoup travaillé avant, donc j'avais économisé parce que je savais qu'un jour, j'allais travailler sur Paris où j'étais garde du corps. Je gagnais bien ma vie, donc j'avais économisé beaucoup d'argent parce que je savais qu'un jour, je m'en servirais pour faire quelque chose ou acheter un appartement ou monter un business. Tu vois. Donc, je crois que j'avais 40 000 euros de côté, 40 000 euros. Et pour ouvrir mon premier magasin, ça m'a coûté 30 000 euros. Et je me suis gardé 10 000 euros de secours que si jamais je me plantais, parce que je mettais quasiment toutes mes économies quand même. Tu vois, j'ai pas d'appartement, mes parents, comme je l'ai dit, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Voilà, donc j'avais travaillé dur pendant des années, j'avais économisé 40 000 euros, et je me suis dit, OK, 30 000 euros, c'est bon, j'ai 10 000 euros pour me retourner au cas où je me plante. Et puis voilà, donc j'ai mis 30 000 euros dans la marchandise, dans les loyers, enfin tout ça, quoi. D'accord, au départ. Et la question intéressante là-dessus, du coup, dans la continuité, sur ta première année d'exploitation, d'abord, est-ce que tu as été profitable? Ensuite, est-ce que tu as pu te rémunérer en tant que personne physique? C'était quoi ton process? Parce que c'est aussi important que les gens prennent conscience, même si on a une conscience assez globale, que l'entrepreneuriat est un chemin relativement solitaire et dur. C'est assez Ouais, violent, l'entrepreneuriat. Et nous, on ne veut pas en faire une promotion utopique. On est certes très enthousiaste à l'idée d'être libre. Enfin, moi, je viens d'une petite île dans laquelle la liberté est notre thématique principale. La vérité, c'est que je ne veux pas que les gens se méprennent sur le fait que tout le monde devrait faire ça. Donc, je pense que tout le monde peut, mais tout le monde ne doit pas. Et là-dessus, justement, voilà, à quel point tu as été rapidement profitable? Est-ce que tu as pu, toi, te payer dès le départ? Comment tu as vécu, par exemple, ta première année d'exercice ou jusqu'à la rentabilité? ouais. Alors, moi mon objectif, c'était de pouvoir payer mes loyers et mes charges. C'était mon premier objectif avant même de me payer. Tu vois, c'était ma hantise parce que si je payais plus mes loyers, je fermais, tu vois. Ah oui, Donc, c'était ma hantise première. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme j'étais salarié, je me suis fait virer pour pouvoir toucher le chômage. Et bien qu'on sûr. crée une société, on peut toucher le chômage en même temps. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai clairement demandé l'ACRE, c'est-à-dire que j'ai touché d'un coup, je crois, 15 000 euros. C'est-à-dire, j'ai demandé mon chômage d'un coup. Voilà, ça, ils font des tranches comme ça, ils te le demandent. Voilà. Donc là, j'avais demandé mon chômage d'un coup. Donc, j'avais touché l'ACRE. Et en fait, la première année, j'ai vécu avec l'argent de mon chômage, en fait. D'accord, La première année, tranquille. il ne s'est pas payé. Voilà. Et après, tu as pu. Et après, la deuxième année, oui. Oui, oui, j'ai pu. Parce que ma boîte était lancée et que j'augmentais mon chiffre d'affaires un tout petit peu tous les mois.
puisque j'avais de plus en plus de monde au fur et à mesure, et puis voilà, tout doucement. D'accord. Ok, ça c'est une bonne chose parce que tu as eu une croissance linéaire, une croissance organique, naturelle, Ouais, qui t'a permis d'avancer naturellement ouais. et puis d'en vivre. En vivre, ça ne veut pas dire, parce que c'est important, que je pense que la deuxième ou troisième année, tu ne te versais pas des 15 000 euros de salaire. D'ailleurs, information pour les personnes qui découvrent, qui souhaitent entreprendre, aucun entrepreneur de renom, au début en tout cas, ne se verse des salaires aussi tonitruants parce qu'il y a le double de charges, hein, donc ça coûte très cher à l'entreprise. Il y a d'autres manières de se Ouais. récompenser lorsqu'on est à la tête de son entreprise. Mais voilà, c'est pareil, tu avais une démarche modeste par rapport à ça, mais tu étais en équilibre de vie parce que j'aime bien promouvoir l'épanouissement. Tu te sentais bien, tu n'étais pas en danger pour payer tes factures. Est-ce qu'à un moment donné, d'ailleurs, dans ce processus, ça t'est arrivé d'avoir un cycle, parce que la vie est faite de saisons, dans lequel tu t'es dit, waouh, là, ça va être compliqué, et même personnellement, est-ce qu'il y a des moments vraiment de grosses problématiques où tu t'es dit, tiens, là, je ne sais plus si je peux même me nourrir ou payer le loyer et je vais peut-être être obligé de tout arrêter. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça où tu as eu une croissance linéaire qui n'a pas inclus ça dans l'équation? Ça peut arriver. Alors, jamais, pour la bonne simple raison, c'est que j'ai toujours essayé d'anticiper ça. C'est-à-dire que, comme toi, j'ai la même philosophie que toi, c'est que je sais que dans la vie, il y a des hauts et des bas, donc je fais tout à chaque fois pour anticiper le bas. Au cas où il y a une période de vache maigre, tu as toujours anticipé, tu as capitalisé, tu as mis de côté. Ouais, j'ai toujours anticipé ça. C'est peut-être pas rare parce que, disons que. Alors attends, tu as une connexion Internet qui est peut-être instable. Ah ouais, Oui, c'est bon. Et non, c'est bon, on c'était est moi. revenu là. Et au final, donc j'ai toujours anticipé et j'ai jamais été une cigale en fait, tu vois. Et surtout au début, parce qu'au début, c'est vrai que tout d'un coup, ton business il commence à marcher, tu commences à avoir beaucoup de chiffres d'affaires qui rentrent et tu peux te dire, oh bah ce mois-ci, je vais me payer double, tu vois. Sauf que derrière, et tous les entrepreneurs le savent ici, les charges elles sont monstrueuses, elles arrivent que l'année d'après. Voilà. Voilà. Et moi, j'ai toujours fait attention, je reste petit, je gagne, je me payais au SMIC, hein, le minimum et tranquillement, tranquillement, et j'anticipais. Et quand l'année était passée, que j'avais payé toutes mes charges et tout ça, je dis ouais, c'est bon, là, cette année, j'ai tenu et on va continuer comme ça, petit à petit. J'ai jamais eu la folie des grandeurs, en fait. Et Tu vois. ben, Et même encore aujourd'hui, je gagne extrêmement bien ma vie. Ben, j'ai toujours dans ma petite voix, je me dis attention, demain ça peut s'arrêter pour X ou Y raison. On l'a vu avec le Covid. On a vu qu'il y a des sociétés qui explosent à cause du Covid. complètement. Et voilà, donc voilà, je me dis si demain je repère tout, ben, je peux vivre avec le minimum et je serai quand même heureux. Bien, d'accord, tu t'es conditionné mentalement à ça. C'est Tout à fait. intéressant tout ce que tu dis vraiment, parce que là, on est dans le concret. On est dans les choses que Ouais, personne ne dit. Les gens, ils vous parlent ouais, d'entrepreneuriat, ils ne vous parlent pas de ça. Mais le fait que les charges d'une année sur l'autre font que tu peux avoir une année extraordinaire, l'année d'après, ça va pas. Même un dégât des eaux, un truc que tu ne prévois pas. Tu as une salle de sport et un magasin, bah, il y a un dégât des eaux, c'est compliqué, mais sauf que tu payes les charges sur le chiffre que tu as fait, les résultats nets plutôt que tu as fait l'année d'avant. Et s'il était très élevé, les charges le sont aussi. Et ce décalage-là crée des faillites. Donc, c'est très agréable d'entendre que d'abord tu l'as anticipé, mais aussi que tu as eu l'humilité de cette posture, parce qu'aujourd'hui, ça t'a permis aussi d'investir l'immobilier à droite à gauche, parce que tu t'es construit simplement dans le bon sens. Tu n'as pas pété un plomb à dépenser dans tous les sens. D'ailleurs, je pense que si tu avais fait ça, les périodes un peu plus compliquées, peut-être que tu ne serais pas là aujourd'hui, tu ne les aurais pas vécues. Donc, c'est intelligent. Tu as idée de la chose qui a fait que dans ton histoire ou éducation, qui a fait que tu as eu ce rapport un peu safe, un peu sécuritaire, parce que c'est pas naturel, on est des hommes. Peut-être que c'est un peu plus féminin d'être sécure, ce que je trouve remarquable au passage. On est un peu plus foufou, on est un peu plus con en principe. Excusez-moi, messieurs, mais il faut admettre que on a parfois ces tendances. Hein, un homme, ça va être j'achète une voiture, je fais des trucs. On sait que toi et moi, on ne fait pas ces trucs-là, mais moi, je sais historiquement pourquoi. Mais est-ce que tu as mis le doigt de historiquement ce qui t'a constitué à être comme ça, à avoir ce ouais, réflexe? ouais. Alors, déjà l'observation, parce qu'on on voit tellement de gens réussir et dégringoler, déjà, ça fait flipper. Moi, souvent, je me suis dit, quand j'ai vu des gens qui avaient gagné des millions, et puis du jour au lendemain, ils sont ruinés. Et dans ma tête, je me dis, mais comment ils peuvent être ruinés? Pourquoi ils n'ont pas investi, je sais pas, dans l'immobilier, que si, voilà, si un jour il y a un truc qui se passe, tu vois, les sportifs de haut niveau, tu vois, ils se font une blessure et ils se retrouvent plus rien. Mais pourquoi ils n'ont pas investi dans la pierre pour avoir des revenus passifs? Enfin, tu vois, pour moi, ça me paraissait pas logique, en fait. Maintenant, je comprends parce que ça peut te monter à la tête, tu vois. Je comprends ça. Donc, Moi, ouais. Donc, ça vient de mon père qui était moi, j'étais élevé par mon père et mon père était un ouvrier qui faisait des 3-8, qui bossait en plus le week-end et qui ne savait pas économiser de l'argent, tu vois. Et moi, petit, je m'étais rendu compte de ça. Et je me rappelle quand il était parti à la retraite, il avait touché, je crois, à l'époque, c'était beaucoup d'argent à l'époque, je ne sais plus, mais ça faisait peut-être 30 000 euros, il avait gagné à la retraite, tu vois, d'un coup.
Et ben, il a cramé quoi, dans des petits trucs, alors qu'il avait des dettes, tu vois. Et dans ma tête, je dis, mais pourquoi il ne paye pas d'abord ses dettes au lieu de cramer l'argent, tu vois. Et ça m'a marqué. C'est marrant, ça m'a marqué ça. Et je me Voilà. suis dit, quand je serai adulte, jamais je ferai ça, tu vois. Tu as utilisé l'expérience des autres et par procuration, tu t'es forgé une ligne de conduite. Je pense que c'est comme Ouais. ça que les êtres humains se forgent, mais ça peut faire l'inverse aussi. Et la Ouais. frustration, et bon, tu connais très bien ça parce que tu as aussi une grande expertise en neurosciences. Donc, je sais que tu t'intéresses beaucoup au process, au cerveau, au conditionnement, subi ou choisi, parce qu'on peut reconditionner son cerveau. Ce qu'on fait activement, et puis c'est aussi le but de ces contenus, les amis, c'est que vous puissiez vous dire, ça se trouve, vous êtes en voiture en ce moment, ça se trouve, vous êtes à la salle de sport, ça se trouve, vous êtes au boulot, puis vous n'êtes pas content de ce que vous faites, alors vous écoutez bonne fond. Mais la vérité, c'est que vous êtes en train de vous conditionner. Et ce point-là, c'est quand même important parce que ça t'a mis un setup, ça t'a mis un prérequis extrêmement fonctionnel et pertinent pour pouvoir créer quelque chose de stable. Et le mot que j'utilise, moi, c'est l'humilité. Tu as eu l'humilité de dire je vais rester à la hauteur de ce que je fais maintenant, j'augmente mes revenus mais pas mes dépenses. Comme ça, je peux anticiper l'avenir. Et c'est ce qui t'a permis de réinvestir dans tes entreprises. Parce que après le magasin de compléments, si je me rappelle bien de ce que tu as vécu, presque la rue d'en face s'est libéré un local. Et là, tu as eu l'idée carrément d'intégrer aussi une salle de sport. Ça s'est produit à quelle année, ça, de ton historique? 2 ans après. D'accord. 2 ans après. 2 ans après, j'ai vu que le local en face se libérait et ils avaient un sous-sol qui était assez grand, entre guillemets, enfin grand, pas si grand que ça, mais. Et moi, je me suis dit, tiens, bah, je vais déménager en face et je vais essayer de monter une petite salle de sport en dessous, tu vois. Et voilà, D'accord. voilà. La banque a suivi parce que ouais, j'étais bénéficiaire et ils voyaient que bah, je gérais ça tranquille, tu vois. D'accord. Et du coup, bah, voilà, j'ai fait un crédit, j'ai une bonne affaire en plus pour acheter les machines. Et puis, j'ai ouvert donc, le magasin en haut, la salle de sport en bas, et puis en avant. Et puis, chaque année, en fait, je me mettais un objectif. Chaque année, il faut que je fasse quelque chose de nouveau, en plus, tu vois. Et voilà. Et puis, l'année d'après, j'ai rencontré un laboratoire. Il m'a dit, ouais, est-ce que ça te dirait de faire ta propre marque? Alors, ma propre marque, faire la même chose que les autres, en mettant mon nom dessus, je trouvais ça très prétentieux. J'ai dit, par contre, j'ai des idées de combinaisons, de compléments et tout ça, d'ingrédients qui seraient intéressants, que je ne trouve pas sur le marché. Donc, est-ce que vous pouvez me faire ça, ça et ça? Ils me disent oui. Donc, j'ai commencé avec 3 compléments, 3 produits. Et puis, comme j'ai commencé à avoir un peu de notoriété, parce que ça faisait longtemps que j'étais dans le sport et que j'avais commencé à écrire des livres et tout ça, du coup, ça a commencé tout doucement à vendre quelques produits sur Internet. Du coup, et là, ça a été un truc de ouf. Ah oui. Parce que j'ai vu qu'au bout de 3 4 mois, mon chiffre d'affaires que je faisais sur Internet était égal à mon chiffre d'affaires du magasin. Alors que j'avais mis 3 ans pour avoir ce même chiffre d'affaires. Et là, en quelques mois, je doublais mon chiffre d'affaires grâce à Internet. J'ai fait waouh, le truc de ouf. Tu l'as pris en pleine tête, le tsunami, en fait. Mais ouais. Et j'étais comme un dingue parce que tous les mois, je voyais mon chiffre d'affaires qui explosait, qui montait, mais de manière vertigineuse, quoi. Et là, je me suis dit, oh, le truc de fou, tu vois. Ah oui, ça. Mais alors, ce qui est très paradoxal, et peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui vont comprendre, le problème de ce truc-là, c'est qu'au niveau trésorerie, c'est un gros casse-tête. Pourquoi? Parce que plus tu as de ventes, plus il faut acheter du stock. Donc, en fait, tu as ta trésorerie qui est tout le temps dans les chaussettes, qui est tout le temps en bas. Alors, c'est ça qui est fou, c'est que tu vends de plus en plus et pourtant, tu as une trésorerie à plat. Parce que tu es obligé de commander de plus en plus à chaque fois. Ben oui, tu dois anticiper, ce qui est délicat parce qu'il y a des moments où tu as t'en achètes trop ou pas assez. Je sais que tu as vécu pas mal de choses comme ça. Après, il y a les Ouais. transporteurs, les douanes, un bug, un C'est truc. ça. Et là, c'est chaud. Et à savoir que les banques ne prêtent pas d'argent pour l'achat de marchandises. Donc, je ne vous dis pas les prises de tête, les nuits blanches que j'ai eues par rapport à ça. C'était très paradoxal hein, parce que bah, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires et en même temps, ma trésorerie, c'était une vraie catastrophe, tu vois. Et du Ouais, coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me payer 1 an et demi après. C'est-à-dire qu'il y avait, et ce que je continue à faire aujourd'hui d'ailleurs, là, tu vois, pour l'année 2019, je viens juste de me payer. vous voyez, les amis, ça c'est important. Moi, c'est les messages que je veux que les gens entendent parce que ça change de toutes les conneries. Excuse-moi, on a un peu cru chez United. Ça change un peu des conneries qu'on entend sur les réseaux sociaux. Et là, on a du concret. Là, on a un homme d'expérience qui vient de vous expliquer les clés fondamentales de. Si on veut parler, nous, on pourrait le mettre en gros. On va pas le faire, mais parce qu'on n'a rien à te vendre. Donc, mais on pourrait mettre la liberté financière, la vraie, tu vois, et en boum sur YouTube. Pourquoi? Parce que ça, c'est le sujet. C'est ça l'intelligence financière. C'est que voilà, même là maintenant, tu décales le moment de taper un peu dans le tiroir des dividendes, etc., avec plein de formats de rémunération. On peut optimiser fiscalement en France. D'ailleurs, Xavier Niel dit qu'on habite dans un paradis fiscal. Avec une holding et un régime mère filiale, on peut se retrouver à payer très peu d'impôts et de charges au passage sur son résultat net.
On peut même descendre en dessous de 5%. Je sais que ça étonne du monde, mais il y a des montages qui permettent ça. Et ce n'est pas le sujet du jour, mais dans ta philosophie, en tout cas, tu diriges là-dedans. Et c'est très important ce que tu nous dis, parce que tu as quand même créé un produit révolutionnaire avec la farine de patate douce, et puis ça a bougé dans tous les sens, et c'est devenu référent, et c'est tip-top. Et puis, évidemment, bah, tu as eu une explosion en e-commerce, mais par contre, de l'autre côté, tu as eu cette situation de trésorerie. Ça, c'est quelque chose que l'on ne dit pas. Hein, c'est la plupart du temps, on va parler que du chiffre d'affaires. Voilà, C'est oui, ça. d'accord. Mais ce chiffre d'affaires, pour le générer, j'ai fait quoi? Et c'est très bien que tu parles de cette rotation-là, parce que entre un chiffre d'affaires, une marge, et en plus le décalage de trésorerie qu'on peut avoir, ça n'a rien à voir. Et encore une fois, c'est une Plus notion. les impôts de l'année d'après, hein. Ouais, surtout ça. Surtout quand tu as ce décalage-là. C'est incroyable. Et tu continues aujourd'hui, la preuve, tu viens de le faire là maintenant, d'avoir cette mécanique-là qui te permet d'être finalement toujours dans l'anticipation. Mais ouais, mais on est obligé. Et on l'a encore plus eu avec le Covid, quoi. Mais Voilà, carrément. pour le coup, c'était un boomerang, ça, qui était énorme, hein. Mais justement, alors avant qu'on vienne là-dessus, parce que ce sujet me parle beaucoup et je pense qu'il est contextuel, c'est important de parler comment en tant qu'entrepreneur, toi, tu as réagi. À l'époque, au milieu de ton chemin, je sais que tu as eu l'opportunité d'avoir, bon, tu as ouvert un magasin de compléments également à Sainte-Maxime avec une salle. Donc ça, c'est ce que tu as fait à un moment qui a commencé à très bien marcher. Mais de l'autre côté, tu as eu l'opportunité, tu vivais dans la région et du coup dans le sud, et tu as eu l'opportunité à Cannes, je me souviens parce que nous, on était Ouais, très proches à cette période-là, on a fait des challenges ensemble, ouais. d'ouvrir une salle qui était très onéreuse. Il ne faut pas se leurrer, je me souviens des conversations qu'on avait. Et tu m'expliquais que bah, tu avais tes stocks ici et que c'était juste un pari Ouais, d'image de marque et de création. ça n'a pas marché, hein. Et moi, justement, j'ai halluciné parce que j'ai vu de près à quel point tu n'as mis aucun ego là-dedans. Tu aurais pu. Parce qu'une salle de sport, c'est spécial. On crée, on y met du cœur. Je sais, enfin, c'est comme même n'importe quoi. En fait, tout un salon, un restaurant, tu mets ton cœur là-dedans. Tu n'as eu aucun ego à ça. Quel a été le process pour toi de dire j'investis là-dedans, je me rends compte qu'il y a un décalage, notamment je sais que c'est le loyer qui était tonitruant. Et à un moment donné, je venais m'entraîner avec toi tous les jours, presque 5 fois par semaine. Ouais. Et puis je me pointe et tu me dis bon, à Dompé, là, excuse-moi pour l'entraînement, tu vas le faire tout seul parce qu'il y a un gars qui vient parce que je vais quitter ici. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as pris? Et t'as décidé ça en une semaine, quoi. Comment c'est le process pour que. Parce qu'encore une fois, c'est le sujet de l'humilité. T'as pas mis d'ego là-dedans, t'as lâché prise. Ça a été quoi le process déjà pour que tu prennes ce lieu? Qu'est-ce que tu t'étais dit? Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça ne le ferait pas économiquement et que c'est devenu un non-sens? Alors, donc j'avais mon magasin et ma petite salle de sport. Je précise, elle est toute petite, elle existe toujours, hein, d'ailleurs. Mais petite salle de sport. Et je me suis dit, maintenant, si je veux commencer à m'agrandir, si je veux commencer à grandir plus, et il va falloir que je quitte. J'étais à Menton, il faut que je quitte Menton parce que si je veux grandir, je suis obligé de partir, en fait. J'avais pas le choix. J'aurais, pour me développer, il fallait que je parte. Je pars du coup à Cannes parce que j'avais un athlète à moi qui voulait ouvrir un magasin. Et du coup, on discute, on me dit si tu veux, on peut l'ouvrir ensemble. Et puis écoute, pourquoi pas. Et puis moi, en visitant les locaux, je vois un grand local. Et je me dis non, mais attends, on va faire et magasin et salle de sport. Et en plus, j'ai utilisé aussi l'espace pour aussi faire un peu mon stock. Parce que je commençais à me développer et que j'avais besoin d'un stock plus important parce que ça ne logeait plus dans mon magasin. Voilà. Et le loyer était de 7 200 € par mois. Vous imaginez? C'est un pari, hein. Mais en même temps, je me suis dit, bon, il y a une salle de sport, il y a un magasin, il y a mon stock. Bon, ça fait, tu dises par 3, finalement, c'est pas si excessif que ça. Ça fait 2000 et quelques euros, 2300 € par un peu plus, 2400 € pour chaque activité. C'est un pari, c'est Cannes, c'est grand, c'est un peu jet set, pump it up, allez, hop, on tente. Et j'ai tenté. Voilà, donc je m'étais fait un peu d'économie encore parce que je vendais tout ça. Donc je me suis allé, toutes mes économies, je les mets dans la canne. Et puis on tente l'aventure. Le seul problème, c'est que ça n'a jamais pris. C'est que On j'ai était jamais pas pris. nombreux, hein. Hein. On s'entraînait toujours, on était quelques-uns quand on n'était pas T'as nombreux. vu, on n'était pas nombreux. Mais parce que je pense que la salle, c'était une salle un peu old school à l'époque, enfin old school, et qu'aujourd'hui, les gens, c'est plus d'old school qu'ils veulent, tu vois, tout simplement. Ouais. Tout simplement. Et puis, je pense que j'ai fait d'autres erreurs. J'aurais pas dû mettre mon stock aussi parce que du coup, ça faisait peut-être bizarre, tu vois. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas avec le temps et avec la réflexion. Et puis, un loyer qui me plombait tous les mois, quoi. Plus un salarié. Donc, tous les mois, je devais sortir plus de 10 000 €. Plus de 10 000 € de charge. Il faut que ça tourne, hein. Ouais. Bah, il faut que ça tourne, exactement. Et très vite, j'ai vu que ça prenait pas et que ça allait pas prendre. Et j'ai dit stop, on arrête. Parce que là, je vais droit dans le mur. Et là, je vais mettre en péril ma société.
Il s'avérait que j'avais déjà un magasin avec un grand espace qui était à Sainte-Maxime. Et je me suis dit, bon, je vais tout transférer à Sainte-Maxime. Et puis là, je vais lâcher le truc. Il faut que je retrouve quelqu'un pour prendre le bail, parce que les bails 369, ça aussi, il faut faire très attention, les amis, au bail Super. 369. Ouais, C'est un vrai piège. parfait. Est-ce que tu peux parler de ça? Parce que comment on se libère de ce genre d'engagement comme ça? C'est un C'est enfer. un enjeu, ça. C'est un stress C'est un énorme. enfer. C'est un enfer. Mm. Les bails 369, vous vous rendez pas compte. Il vaut mieux, enfin, moi maintenant, je préférais à la rigueur prendre un bail précaire ou un truc renouvelable tous les ans et tu vois comment ça fonctionne. Et puis, si ça fonctionne pas, au bout d'un an, tu sais que c'est fini. Et puis voilà. Qu'un bail 369, c'est pire qu'un mariage. Hein. C'est-à-dire que vous êtes cloisonné, vous ne pouvez pas partir comme ça, sauf si vous reprenez un repreneur derrière. Mais vu la conjoncture actuelle, c'est chaud. Ouais. Je me souviens de l'enjeu, je me rappelle très très bien les jours où tu étais dans cette période, ça a pris quelques semaines, je ne me rappelle plus, mais où tu étais dans cette période de quête. C'était un peu stressant quand même, mais tu le gérais bien. Et c'est fou à quel point tu as réussi, je le répète, à ne pas mettre d'ego là-dedans. Comment ça s'est passé pour toi en termes de ta confiance en toi en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ça l'a heurté? Est-ce que ça l'a renforcé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, putain, je ne suis pas bon? Est-ce que ça t'a miné? Ou est-ce que tu t'es dit, je viens de prendre quelque chose, j'avance? Alors, je sais que tu as un gros mindset, d'abord parce que compétiteur, sportif, il ne faut pas oublier que oui, le sport, ça forge. Ça forge un mental, ça forge une résilience, ça nous apprend à persévérer et pas à nous obstiner. Mais dans ton cas, comment ça a été le ressenti interne, un peu ce qui ne se dit pas? Quand tu étais en interne chez toi, dans ta tête, il y avait quoi la nuit? À ce moment-là, tu sais, j'écoutais beaucoup de vidéos de développement personnel, des choses comme ça. Tu vois, beaucoup, beaucoup. Et en fait, je me suis toujours dit, en fait, il ne faut pas que je me focalise sur le problème, il faut que je me focalise sur la solution, tu vois. Et je me suis dit, OK, là, je viens de perdre 100 000 euros, parce que c'est l'argent que j'avais investi. Je viens de perdre 100 000 euros, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne peux plus rien y faire. C'est comme ça. J'ai perdu, j'ai joué, j'ai perdu. J'ai voulu tenter. J'aurais pas tenté, je m'en serais voulu, tu vois. Donc voilà, j'ai tenté. J'ai fait attention à ne pas me brûler les ailes quand même, tu vois. Enfin, et là, je me suis dit, non, là par contre, si je continue, je vais me brûler les ailes. Donc, je me suis dit, quelle est la solution? Donc, je me concentrais à me dire, quelle est la solution que je peux trouver pour ne pas me brûler les ailes. Après, j'ai parlé aussi à mon bailleur, tu vois. Je lui ai dit, écoute, voilà, ça ne marche pas. Si on continue comme ça, j'ai plus le pouvoir payer ton loyer. Donc, ni pour toi, ni pour moi, ça va être bon. J'ai dit, donc là, il faut qu'on retrouve quelqu'un qui reprenne le local parce que tu vas perdre de l'argent et je vais perdre de l'argent. Et puis moi, je vais carrément ma boîte en danger. Et il a compris, il a aimé mon honnêteté. Voilà, bah oui. Ce qui fait ça, la plupart des gens vont lui Ouais, mettre à l'envers. Toi, tu as ouais, été dans un rapport carte sur table. ouais. Je lui ai dit, voilà, je dis, ça marche pas, je suis désolé, ça marche pas. J'ai dit là, donc là, si on continue comme ça, au bout d'un moment, j'ai plus pouvoir te payer le loyer. Et il a très bien compris, parce que le mec, c'était un gros entrepreneur aussi. Il me dit, OK, merci, merci d'avoir été franc et merci le truc. Il dit, écoute, on va retrouver quelqu'un. Et heureusement, on a retrouvé quelqu'un, peut-être 2 mois après, heureusement. C'est court, hein. Je me souviens quand il est venu avec son fils, j'étais là, je me rappelle de ce moment. Et après, bon, maintenant, vous avez retrouvé quelqu'un qui est dans l'automobile, c'est beaucoup plus approprié, je pense. Ouais. Mais c'est incroyable, ça a été court, mais par contre, c'est une période de stress. Et ce que tu dis est très fort, c'est que tu as été dans une posture transparente. Tu as été non pas dans je me cache, je fuis, parce qu'on est cette génération maintenant, une génération Tinder, micro-ondes, on veut tout de suite, et puis Ouais. on fuit, on n'affronte rien. C'est ce qu'on fait, hein. Ouais. Malheureusement, je dis je ne pense pas qu'on nous met dans le panier, mais peut-être dans certains points, parce qu'on n'a pas la prétention de tout faire bien, mais je pense que notre génération est heurtée par ça. Tu es allé à contre-courant. Excusez-moi du mot, tu as pris tes couilles, tu les as mis sur la table, tu es allé, tu as dit, bon alors maintenant je vous explique, là c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est beau, parce que tu aurais pu mettre cette filiale en liquidation, comme ça, les dettes, on s'en fout, parce que c'est ce que font beaucoup de gens, hein. Moi, j'ai Ouais, des ouais, millions pour faire un redressement judiciaire, j'ai fait faire x5. Le PDG de la boîte, Monde, s'est engueulé avec le directeur général de la boîte française. Il a dit, bah, puisque c'est comme ça, on la met quand même en liquidation, on la ferme. Comme ça, plus de dettes, plus rien. Il a pris le staff, il a recréé une autre boîte et il est parti ailleurs. C'est horrible de faire ça, parce que les gens qui étaient les prestataires attendant leur argent ne l'ont pas eu. Mais toi, tu n'as pas eu cette démarche-là. Tu as respecté tes consommateurs, tes partenaires, et cette personne-là. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que tu peux revoir sans problème. Oh, ouais, ouais, sans problème, ouais, c'est clair. C'est clair. D'accord. Et du coup, ça t'a amené là. Et voilà. Donc, je voulais vraiment qu'on parle de ce genre de coulisses. J'aime bien le fait qu'on évoque des sujets qui sont peu évoqués. Maintenant, on est les deux pieds dans le digital. Tu mets tout à Sainte-Max. Donc, je sais que c'est très bien foutu, parce que tu as ton stock, tu as un magasin, la salle de sport, même un lieu de vie d'ailleurs. Tu as tout mutualisé. Tu as été extrêmement Ouais. intelligent.
Voilà, bon, Je t'es entre rigole. Paris et là-bas parce que je sais que Ouais, je suis beaucoup à Paris maintenant. Ouais. voilà. Maintenant, tu es un peu parisien quand même. Hein. Tu es C'est vrai, plus c'est vrai. un sudiste. Et d'ailleurs, même cette décision-là, à chaque fois, en fait, tu as une espèce de. Tu es un peu comme une espèce d'éponge, tu t'adaptes, tu es flexible et tu suis. Je dis toujours, tu vas comme l'eau là où il y a le moins de résistance et tu voles où il faut. Et là, maintenant, tu es à Paris. C'est pareil dans la stratégie. Je sais que tu as mis en vente Sainte-Max. Ouais. C'est officiel. Tu es en cours. C'en est où ça? C'est en cours, ouais, c'est en cours. Et si je trouve pas de revendeur, j'ai un gars qui est coach, qui risque peut-être je risque de travailler avec lui, D'accord. voilà, qui sera peut-être plus apte à gérer ce genre de truc, parce que le fait qu'il n'y soit jamais, je ne peux pas gérer le truc. Et la personne qui en ce moment, elle est plus justement dans l'informatique, et c'est pas son créneau en fait. Du D'accord. coup, je pense qu'il ne sait pas très bien gérer, parce que voilà, il faut apprendre à gérer, à vendre, c'est un métier, hein, malgré tout. Et je pense que si j'arrive pas à vendre d'ici quelques temps, alors je vais voir, il faut que j'attende. Soit j'arrive à la vendre, soit je mettrai ce coach. Ah, en euh, mode gérance. C'est ce qu'on fait d'une affaire. Hein. Soit on s'en sépare, soit on la met en gérance. C'est intelligent dans le traditionnel, surtout que là, on vient de vivre une période, et on en parlait juste avant, c'est le temps d'y revenir. Le Covid a été une période unique dans l'histoire de l'humanité. Ouais. Confiner la planète quand même. Et qui dit confiner la planète dit de surcroît que la salle de sport, c'est pas trop l'endroit dans lequel on va. Je me rappelle de la reprise. C'était compliqué, quoi. Tu vas avec ton masque, faut pas trop s'approcher. Il y a une machine sur deux qui est coupée. Il n'y avait pas les douches. Moi, le premier jour, je suis revenu à la salle, ils n'avaient même pas ouvert les douches. Il n'y avait pas la clim, il faisait 30 degrés. Enfin, bref. Donc, tout ça a été compliqué. Et structurellement, en tant qu'entrepreneur, quand toi, tu as appris ce truc de confinement, comment tu t'es organisé? Dans quel ordre, si tu te souviens, comment tu as réagi? Dans quel ordre tu t'es dit, bon, là, j'ai un magasin, une salle de sport à Menton, j'ai un magasin, une salle de sport à Sainte-Max, je vis à Paris et j'ai un business en ligne qui repose aussi sur le fait que de Sainte-Max puissent partir les produits, Chronopost et tout. Comment tu t'es organisé? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, c'est vrai que tu vois, d'être passé sur Internet, en e-commerce, bah, ça a tout révolutionné, puisque 90% de mon chiffre d'affaires se fait en ligne. 90%. Ouais, on est quand même Donc, le passé. Covid, le Covid, ouais, le Covid m'a très peu impacté, pour la bonne et simple raison, c'est que vu que c'est 90% de mon chiffre d'affaires, même si les 10% ne fonctionnent pas, bah, j'ai 90% qui équilibre, en fait, tu vois. Et il s'avérait qu'en plus, vu que les gens étaient enfermés chez eux, les gens commandaient énormément sur Internet. Du coup, moi, j'ai battu des records de vente sur Internet. Donc, j'ai battu des records de chiffre d'affaires, alors que j'avais mes 2 salles de sport et 2 magasins qui étaient fermés. C'est fou, Tu hein. vois, donc c'est ouf, tu vois. Mais j'avais quand même un magasin de compléments qu'on a gardé avec des petits horaires très, très, très courts, parce que c'est quand même, c'était classé dans les alimentations Oui. non réglementées, je sais pas quoi. Donc, on avait quand même un petit créneau d'ouverture. Mais c'est bien Bon, d'ailleurs, ça fait du sens. Hein, moi, ouais. les produits naturels que tu diffuses, que moi je consomme même au petit-déj, comme beaucoup Mais de bon, le gens. chiffre d'affaires, ça a été quand même catastrophique, hein, dans le magasin. C'était Oui, je m'en doute, mais les tu salles l'as. de sport zéro, parce que fermé. Ouais, évidemment. Non, d'accord, mais tu t'es restructuré comme ça et tu as vu un bon. Alors, c'est intéressant parce que du coup, tu as aussi du coup maintenant les deux pieds dans le digital. On va être honnête là-dessus par rapport aux gens. Est-ce que ça t'a fait réfléchir sur le fait de dire finalement, euh, est-ce que je digitaliserai pas tout? Est-ce que je délèguerai pas tous ces trucs traditionnels? Est-ce qu'il y a eu un déclic chez toi ou pas sur ce point-là? Parce que moi, personnellement, ayant eu une historique familiale d'entrepreneurs, à l'inverse, ils avaient des magasins, des entreprises, des dizaines de salariés, des restaurants, voilà. Donc, tu vois pas tes parents, ils travaillent tard, etc. Moi, ça m'a un peu heurté. Donc, le business traditionnel, moi, ça me fait pousser des boutons depuis que je suis tout petit. Et tu me dis qu'on paye un loyer, de trucs, je suis hermétique à ça, parce que ça crée une interdépendance entre Ouais. ton entreprise et toi, qu'on a moins, c'est pas qu'on l'a pas, mais qu'on a moins quand on digitalise, parce qu'on peut faire des économies d'échelle, ce que les Américains appellent le scale. C'est-à-dire qu'on peut gagner de plus en plus de sous, tout en impliquant de moins en moins de temps, d'efforts et de capitaux. Dans ton cas, est-ce que ça a eu cette période de Covid, une espèce d'effet déclic, où tu t'es dit, là, il faut tout que j'envoie balader, non pas à l'arrache et n'importe comment, mais est-ce que c'est un truc dans ta tête? Est-ce que tu y penses? Alors non, parce que j'avais déjà avant. Voilà. Bon. Donc, Non, non. c'est Alors, sûr qu'il y a eu le Covid. Hein. ça m'a conforté, ça m'a conforté, mais déjà, moi, depuis le début, je vous le dis, moi, ma liberté, c'est bosser le moins possible, en fait, tu vois. Gagner de l'argent et bosser le moins possible, je vous le dis, moi, je suis un procrastinateur de base, et, et si je peux tout déléguer, c'est top. Après, il faut toujours gérer, faut pas se mentir, tu vois.
Il faut être là. Il faut être là. Mais malgré tout, il faut être là très souvent pour pas que ça parte dans tous les sens parce que l'être humain est aussi comme ça. L'être humain aime faire le moins possible. Donc, c'est comme ça, c'est la nature humaine. On est tous pareils, tous. Tu vois. C'est pour ça que j'essaye de faire mes tâches les plus importantes le matin parce que le plus dur, c'est fait et que je sais qu'après, je peux procrastiner et faire ce que je veux. Tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Tranquille, quoi. Non, mais j'apprécie que tu le dises parce qu'on n'est pas parfait, on n'est pas. C'est dur d'avoir une autodiscipline, etc. Et c'est génial que tu en parles. Je fais une parenthèse pour les gens qui suivent dans le club. Je vous laisse mettre vos questions en commentaire pour les anticiper, puisqu'on va bientôt passer à la partie questions. Comme ça, je les aurai et je pourrai les poser. Donc, les questions que vous avez à Chris, évidemment. Et j'aimerais juste, du coup, puisqu'on en parle, qu'on puisse revenir un petit peu sur la notion, j'ai envie de dire, éthique. Parce que éthique, morale. Alors, moi, je suis pas trop. J'ai pu paraître en tant qu'entrepreneur un peu à cheval sur le côté légal, mais en vérité, la loi n'est que l'expression des limites morales à la base. C'est pour ça. Mais en vérité, maintenant, il y a des incohérences là-dedans, donc je ne mets pas trop l'accent là-dessus, mais surtout sur la partie éthique et morale. Toi, par exemple, bon, tu vends des compléments alimentaires, mais également des formations, c'est tout bête. Hein. Tu pourrais les vendre à des prix complètement défiant toute concurrence. Hein. Ça se fait beaucoup dans le monde de l'infopreneuriat. Ce n'est pas le cas. Tu vends des formations quelques dizaines d'euros, des bouquins, enfin, c'est très accessible. Et par rapport à tes produits, je sais que tu as une éthique toute particulière que je respecte beaucoup. Je sais des choses sur lesquelles ou des marchés sur lesquels tu ne te positionnes pas parce que tu estimes et tu sais en termes scientifiques avec des méta-analyses que tu connais par cœur que ça ne fait pas vraiment de sens métabolique et que tu n'as pas envie de faire ça. C'est quoi ta démarche là-dessus sur le côté innovation? Parce qu'une entreprise qui n'innove pas et une entreprise qui ne fait pas de marketing, c'est une entreprise qui meurt. Donc, on a plein de cas historiquement. Mais la réalité, c'est que toi, tu fais les deux. Tu innoves et tu investis dans le marketing et la communication. Maintenant, comment tu fixes tes limites? C'est-à-dire, finalement, tu peux avoir une croissance énorme. Tu as de nombreux clients, des milliers de clients, une grosse base de données, plus de l'expansion, parce que recommandations, les reposts, enfin, c'est la croissance organique. À quel moment tu mets des limites et comment ça se passe quand tu te dis, OK, je veux de la croissance, il faut que j'innove. Maintenant, jusqu'où je mets les limites pour ne pas innover, juste pour faire de l'argent. Parce qu'on va être clair, il y a des produits dans le monde du sport et du fitness que tu pourrais sortir depuis longtemps et tu ferais beaucoup de sous. Parce qu'il y a quand même de la demande. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux en citer un d'ailleurs que tu ne fais pas et nous dire pourquoi? C'est très intéressant pour nous et pour que les gens qui entendent se disent finalement, j'ai une entreprise, je veux gagner des sous en travaillant le moins possible et être libre. Mais il y a des limites. C'est quoi les limites pour toi? Et prends du coup les exemples que tu vis, quoi. Ouais. Bah, moi, je pars du principe, après, c'est aussi peut-être mon image et peut-être pour ça aussi que les gens me font confiance, c'est que je ne vais pas sortir un produit qui, moi, par exemple, je ne prendrai pas parce que je sais qu'il est inefficace ou que en termes de santé, c'est pas optimal ou un truc comme ça. Pour moi, j'ai du mal à. Je peux pas, c'est personnel, hein, mais je ne peux pas sortir quelque chose où je vais avoir du mal à le vendre parce que je sais que le produit n'est pas éthique. Tu vois, le produit, je sais qu'il n'est pas efficace, mais comme c'est le produit à la mode, il faut que je le sorte. Je ne dis pas que tous mes produits sont parfaits, loin de là. Il y a certains produits, je sais qu'il y a beaucoup de demandes que moi je ne prends plus, mais que je garde parce que sinon ils vont tous partir à la concurrence. Et malheureusement, il y a aussi cette réalité-là, tu vois. Ouais. C'est intéressant que tu parles de cet équilibre, justement. Mais c'est vrai que tous les nouveaux produits, en tout cas que je sors, il n'y en a aucun que je ne valide pas en me disant ça, c'est un produit que je sais que je pourrais prendre ou que je prends même. De toute façon, j'utilise mes propres produits. Donc voilà. C'est ça. Non, mais c'est important. Tu es cohérent. C'est-à-dire que tu incarnes, tu consommes tes produits au quotidien. Je te connaissais pour le savoir. Tu es là, tu es utilisateur de la dite chose. Et ça aussi, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde dans lequel on a beaucoup de gens qui survendent, non seulement, non pas qui vendent, mais qui survendent les choses, la fameuse valeur perçue. La valeur réelle, elle est moindre, au point que ces gens n'utilisent même pas ce dont ils font la promotion. Et j'invite les entrepreneurs qui nous écoutent à réfléchir là-dessus. Si vous êtes dans cette posture-là, à un moment donné, il faut arrêter. Si vous n'êtes même pas utilisateur de ce dont vous faites la promotion, si vous n'êtes pas l'avatar de votre propre produit, alors dans ce cas-là. Je vais même te dire un truc, je vais aller beaucoup plus loin. Je fais quasiment aucun sponsoring, ni avec des influenceurs. C'est très rare. Je crois qu'il m'en reste un et en plus, mon contrat se termine là. J'en fais pas parce qu'aujourd'hui, on voit que ça. On voit des influenceurs qui font 15 stories par jour d'un produit différent parce qu'ils sont payés pour ça. Et je trouve que ça a zéro impact, en fait. C'est tellement nul, en fait, que je me refuse de faire ça. Et en plus, mon succès s'est fait que par le bouche à oreille des gens, en fait, sur Internet et des reposts gratuits. C'est-à-dire que les gens, ils ont kiffé mon truc naturellement, sans que je demande quoi que ce soit. Ils ont dit, putain, j'ai mangé ça, c'était les crêpes, la farine pata douce, c'était trop bon, je repartage. Et c'est ça qui m'a fait exploser les ventes. C'est pas un YouTuber qui est arrivé, qui était hyper connu, qui avait 1 million de followers, qui a fait
Oui, alors aujourd'hui je prends ça, demain je prends ça. Non. Bah, clairement, parce que la communication, ça transforme pas un truc mauvais en un truc bon, mais en un truc qui est bon ou un truc Ouais. connu, mais encore mieux, du coup, qui explose. Et si c'est pas bon, c'est juste un truc pas bon connu. Mais au final, ça fait flop, ça peut pas durer dans le temps. Non. Et c'est là où tu t'es différencié, parce que quand on fait quelque chose qui compte vraiment, bah, naturellement, en fait, on a des gens qui en parlent, qui le recommandent. C'est ce qui, depuis la nuit des temps, fait que les gens qui sont dans des thématiques très connues, de l'immobilier, du soin d'ailleurs, se font recommander. Une réputation pour un chirurgien, ça se fait comment? Elle se fait pas parce qu'un youtubeur ou un influenceur a dit que c'était génial. Elle se fait parce que quelqu'un dit à un autre individu qui dit à un autre individu, ce mec est génial, ce mec m'apporte, etc., etc. Ouais. Donc, c'est ce que tu vis. Et d'ailleurs, c'est bien que tu en parles et on peut conclure la partie publique de notre intervention là-dessus. Sur ce côté investissement, parce qu'on a parlé de développement, d'investissement de ton entreprise, tu te focalises beaucoup sur quoi en ce moment, les stratégies, ce que toi tu vois en tant qu'entrepreneur qui peut fonctionner le mieux. Et si tu avais un truc, là je te dis maintenant, tu dois allouer la plus grosse somme d'argent de ton histoire, de tes bénéfices annuels, pour développer l'année 2021, tu ferais quoi en majorité ou si tu n'avais qu'un seul choix à faire? Sur quoi tu miserais? La chose sur laquelle tu travaillerais d'un seul coup? Moi, c'est toujours la recherche, la recherche et pas dans la com. Mon budget publicité, il est infinimal. Il est pas inexistant, mais il est très faible. Il est très faible et d'ailleurs, la première fois que j'ai travaillé avec Kevin, tu sais, la première Oui. fois que je travaille avec Kevin, il me dit: «Attends, tu fais ce chiffre-là d'affaires sans faire de pub?» Il était scotché. Il m'a dit: «Mais comment tu peux arriver à faire ça sans faire de pub?» Tu Ah vois? oui, c'est sûr que. Sans faire de pub, payante, hein, je parle. Oui, bien sûr. Bah, oui, bah, surtout que lui, étant ingénieur informatique, ayant fait ses études à Paris, étant dans le digital et dans le levier de la publicité, qui est un levier incontestable, ça l'a étonné forcément. C'est vrai que vous avez quand même injecté quelques stratégies qui fonctionnent très bien. Ouais, ouais. Et après, bon, après, voilà, maintenant je travaille avec lui et tout, tu vois, mais en pub, en budget pub, on est extrêmement faible, hein. On est vraiment faible, hein. Alors, il faut Intéressant. peut-être d'ailleurs que je développe un peu plus ça parce que je vois que mes concurrents, ils bombardent de ça, c'est impressionnant. Oh, ah, je suis scotché, j'ouvre mon ordinateur, je vois tous mes concurrents partout. De Alors, ça retargeter avec bombarde. des mots-clés Ah sur Google. ouais, waouh. D'ailleurs, en effet, parenthèse, c'est clair qu'il faut que tu te positionnes encore mieux là-dessus parce que là, tu auras une expansion très forte. Mais ce qui est intéressant dans ton histoire entrepreneuriale, c'est que tu ne l'as pas fait dès le départ. Tu as travaillé la valeur réelle. D'ailleurs, la première question que je te pose, c'est dans quoi tu mettrais de l'argent. En gros, tu m'as dit dans la recherche et le développement de nouveaux produits, in fine. Hein. Tiré avec Eric, je sais que vous bossez pas mal ensemble, vous travaillez des formulations, etc. Et hop, vous sortez des produits. Et après, derrière, tu le commercialises. Et dans ce cas, c'est ça que tu peux déléguer parce que tu n'as pas cette âme-là. Mais par contre, c'est génial de pouvoir avoir des leviers une fois qu'on a une historique organique. La publicité n'est que la démonstration de quelque chose qui est bien. Ça n'est pas malsain. Ce qui est malsain, c'est de mettre en avant un truc qui est naze et de faire croire qu'il est bien. Oui, c'est ça. Tu as assez de preuves sociales maintenant pour pouvoir te lancer là-dedans. Donc, ça se trouve, à l'issue de ce Zoom, notre crise va décider de doubler les budgets communication et il va exploser. Nous ne prenons pas de commission, mais on va y penser. Bon, et du coup, ouais, c'est intéressant d'entendre ça dans une ère où on est entre le présentiel et le digital. Moi, personnellement, je trouve ça extrêmement inspirant parce que tu as une logique, tu as une approche qui est sympa. Et du coup, là, ton focus 2020-2021, tu as quoi dans les clous? Là, tu as des nouveaux produits. Donc, l'une partie, c'est déléguer tes affaires, c'est ça? Un peu. Ouais, continuer, mais bon, déjà, je suis bien parti là. Je suis bien parti. Je suis beaucoup aussi dans les projets immobiliers parce que pour moi, c'est mon rêve absolu, c'est de finir rentier, il faut dire la vérité. Voilà, parce qu'on ne s'occupe de rien et puis tous les mois, il y a l'argent qui rentre, hein, faut être honnête. Et puis voilà, c'est un patrimoine immobilier. Et puis là, je sais que moi, ma génération, enfin notre génération, la retraite, ça va être compliqué. Je sais que moi, l'immobilier, c'est ma retraite, quoi. Tu vois. Ouais, complètement. C'est très bien de l'évoquer. C'est Voilà, donc au lieu de m'acheter une Porsche, ben, je place tout dans l'immobilier. Voilà. stratégie intelligente parce que Voilà. dans les temps qui vont venir, qui risquent d'être difficiles, parce qu'on ne va pas Ouais, vivre que des périodes faciles, bah, tu vas être fort en fait, tu vas être résistant. Comme tu l'as dit, tu as ouais, diversifié tes sources de revenus. C'est aussi une stratégie, euh, j'imagine qu'elle est salutaire parce qu'elle t'a permis de vivre tous les cycles, comme là le Covid, bon, tu as explosé en chiffre d'affaires, mais malgré tout, c'est quand même agréable de ne pas être à un mois de survie. On parle beaucoup de start-up, de e-commerce, etc. On est à fond dedans et on est tout à fait d'accord. Toutefois, la plupart des entreprises de ce format-là, elles n'ont pas plus de 30 jours de cash devant elles, la plupart. ouais, ouais. Donc, à la première déconvenue, ça coule. On a des entreprises énormes qui ont coulé. Hertz aux États-Unis, terminé. Ah Des ouais, sociétés. Ouais, je crois que c'est Conforama qui va se faire acheter par but là.
Sinon, c'est fini. 6000 employés, enfin, c'est complexe ce qu'on est en train de vivre là. Donc, c'est aussi inspirant d'avoir des coulisses parce que ce que j'aime de cet échange, c'est que tu nous as partagé plein de choses que la plupart des gens ne partagent pas. D'abord, parce que souvent, ils ont de l'ego, ils veulent montrer la meilleure version d'eux-mêmes. Voilà, on a, nous, très clairement, aucun problème à évoquer les problèmes et les difficultés et les Ça fait déconvenus. partie de la vie. Hein. Ça fait partie de la vie. Hein. Ah ouais, même dans le sport, je veux dire, tu as fait plein de. Le temps que les amis, je vous laisse mettre vos questions, j'en ai vu une ou deux défiler, je vous laisse poser les questions à Chris. Et puis du coup, ce temps-là, voilà, toi dans le sport, puisqu'on conclut le Zoom sur la partie publique, ton expérience sportive, que ce soit dans les arts martiaux ou dans le fitness, qui t'a le plus marqué, c'est quoi? Parce que du coup, je pense vraiment que ça forge. Parce qu'on peut faire des transpositions d'attitude, positivement ou négativement d'ailleurs. Si tu C'est marrant parce que après, c'est propre à l'être humain, je pense, parce qu'on retient tout le temps le négatif. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que ouais, j'ai eu des défaites ou des trucs comme ça, ben, c'est ce qui te marque le plus, en fait. Donc, j'ai souvent été deuxième. Tu vois, dans les arts martiaux, quand j'ai fait une compétition, j'ai eu beaucoup, même en body, putain, c'est vrai, j'ai souvent été deuxième. Tu vois, souvent. J'ai heureusement gagné de temps en temps, mais j'ai souvent été deuxième. Donc, du coup, j'avais cette faim et cette soif de vouloir être le premier, tu vois. Voilà. Donc, j'ai jamais eu ce sentiment de me contenter, de dire non, mais bon, je suis le meilleur, c'est bon, c'est fini, la partie est jouée. Jamais, en fait, tu vois. Et Voilà. je pense que ça te constitue aussi, c'est bien. Parce que finalement, c'est ce qui fait que tu es éternellement en train de vouloir te développer. C'est pas un mauvais pourquoi. C'est l'amélioration perpétuelle de toi-même, en fait, dans tout. Parce que je signale quand même que Chris, du haut de ses 24 ans, on peut peut-être commencer à switcher un peu, mais la vérité, c'est qu'il fait encore le grand écart, par exemple, entre deux chaises. C'est quand même plutôt pas mal. Et ça, cette détermination, tu l'as jamais perdue. Tu continues de t'entraîner, tu continues de... Ouais, c'est vrai, c'est une hygiène de vie, en fait. C'est une vraie hygiène de vie. Ouais. Enfin, c'est top. C'est top. Et ça te permet d'avoir la forme. D'ailleurs, je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. All day, all day.